Bonsoir à tous, c'est Goog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai vu revenir très souvent dans l'actualité, c'est le fait que Netflix perdait énormément d'abonnés en ce moment, et je me suis simplement posé la question de pourquoi et qu'est-ce qui pouvait poser problème avec Netflix. J'avais déjà eu l'idée de faire cette vidéo il y a très longtemps, mais vu que c'est d'actualité, j'en profite. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon problème avec Netflix. Alors évidemment, les sujets évoqués et tout ça n'impliquent que moi. J'ai fait par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce qui moi ne me plaise pas et qui pourrait changer. Mais si vous avez d'autres choses et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est justement fait pour ça. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Même en privé, je reste disponible sur mon Instagram, TheGoX123, THEGOX123, comme sur tous les réseaux. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vraiment, je suis ultra ouvert à ce niveau-là. Pour commencer, on va séparer Netflix en deux parties. Tout d'abord la forme de la plateforme et ensuite le fond avec son contenu et tout ça. Donc pour commencer, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a connu une Netflix de nom, qui a envie de regarder des séries et tout ça, et qui décide donc d'aller sur le site pour s'inscrire. Une fois arrivé sur le site, on va lui proposer trois offres différentes. La première qui est à peu près 9 €, où la personne a le droit au visionnage sur un seul écran et en qualité de 450p, ce qui est immonde en 450p. La version à peu près 13,50 €, où là on a le droit à deux écrans et une résolution de 1500p, ce qui est déjà un peu mieux, hein, mais qui reste pas ouf, hein. Quand tu sais que tu peux avoir des films jusqu'en plus de 4K, voilà quoi. Et on a enfin l'offre à 18 € qui prend en charge 4 écrans, et là on a le droit à la haute définition et au Ultra 4K H+, XPTDR LOL, bref, on a compris. Ah, et aussi un détail qui est assez important, on ne peut pas partager son compte avec d'autres personnes si on ne vit pas dans le même foyer. On va prendre un exemple simple, un étudiant qui vit chez ses parents une semaine et qui l'autre est dans une autre ville pour ses études, ne pourra pas avoir Netflix dans cette autre ville puisque il n'est plus considéré dans le foyer de la part de Netflix. C'était un système qui a été mis en place justement pour faire plus d'abonnés sur Netflix, mais ouais, on a connu mieux quoi. Et on va aussi parler du prix qui est assez élevé, hein, parce que si on compte sur une année et qu'on prend l'offre à 18 € puisque c'est la plus avantageuse si tu veux vraiment regarder des films dans une bonne qualité, et ça revient à 106 € l'année. Alors qu'on va comparer avec un autre service de streaming tel que Disney+, même si Disney+, ils n'ont pas tout blanc non plus, je compte faire une grosse vidéo pour parler de tous mes problèmes avec Disney, mais ça arrivera dans bien plus tard. Et du coup, un abonnement à l'année sur Netflix va coûter en tout 206 € à l'année, alors que sur Disney+, on est juste à 90 €, ce qui est déjà moitié moins, donc c'est beaucoup mieux. Et c'est ça aussi l'un des problèmes qu'a Netflix, c'est que y a plein d'autres services de streaming. Si tu veux regarder Disney, t'as Disney+, si tu veux regarder des séries françaises et des exclusivités, des émissions replay, t'as Salto. Si tu veux regarder des grosses séries américaines qui sortent 24 heures après les États-Unis, et t'as OCS. T'as HBO Max, mais il n'est pas encore disponible en France, je crois. T'as Amazon Prime si tu veux regarder du foot, ou alors si tu veux regarder des séries, des exclusivités Amazon. Bon, ils ont le film d'Inès Reg, donc moyen quoi. Si tu veux regarder des animés, t'as Crunchyroll, t'as ADN, et t'as bientôt Apple TV aussi, ou alors c'est déjà dispo en France, mais honnêtement tout le monde s'en fout d'Apple TV. C'est là où tu comprends un peu le problème avec Netflix, c'est que Netflix n'est spécialisé en rien du tout, et n'a rien de plus pour lui. Je veux dire, Disney+, ça a les Disney, OCS, ça a les séries américaines de 24 heures après les États-Unis, Salto, t'as les replays, t'as les émissions françaises, Amazon Prime, tu peux avoir accès au foot, donc Netflix, en dehors de ça, n'a vraiment pas grand-chose de plus-value à rapporter. Donc c'est déjà le premier problème avec Netflix. Mais bref, on va revenir à notre utilisateur qui vient d'acheter son compte sur Netflix et qui veut regarder des choses. Donc forcément, vu qu'il ne se connaît pas trop, il va aller dans les recommandations, et après avoir regardé 2-3 séries, il se rend compte que les recommandations sont toujours les mêmes, peu importe ce qu'il regarde. Et justement, c'est l'un de mes principaux problèmes, c'est que les choses recommandées par Netflix sont toujours les mêmes. On a toujours le même contenu produit par Netflix, donc il peut se comprendre qu'ils font de leur pub pour leur propre projet, mais aussi, c'est évidemment le contenu le plus populaire. Et je vais y revenir après, mais populaire, ça veut pas forcément dire que c'est un gage de qualité. Mais ça, je garde ça pour le fond. Ensuite, l'un des plus gros problèmes que j'ai avec Netflix, c'est le temps de visionnage. Les séries ont tendance à durer trop longtemps. Pour ça, je vais prendre l'exemple de The End of the Fucking World. Parce que la série n'a que 2 saisons, ça fait 16 épisodes chacun, de 25 minutes max, en tout ça fait 6 heures. En soi, en une après-midi, tu peux l'avoir regardé, une semaine si tu prends ton temps, c'est juste parfait, et pour moi c'est une très bonne série. Et après je vais vous prendre l'exemple de 13 Reasons Why, parce que j'en ai fait une vidéo il y a très longtemps, mais j'aimerais revenir dessus, parce que j'ai des choses à rajouter à ce niveau-là. Donc il y a en tout, malheureusement, 4 saisons, ça fait 49 épisodes en tout, comptant que tu as 45 minutes par épisode, ça donne à la fin un total de 36 heures de visionnage. C'est beaucoup trop long.
Et le problème de Certain Reasons Why, c'est que ça a été une série qui a été très populaire durant sa saison 1, que tout le monde qualifiait comme un chef-d'œuvre, que la saison 2 et 3 sont arrivées. Déjà à la base, tout le monde disait que la saison 2 ça allait être la saison de trop. Vous savez très bien que j'étais pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre l'avis populaire. Que la saison 3 ça allait être encore pire. Mais alors la saison 4, même moi, c'est littéralement ma série préférée et j'aime de particulièrement tout mon cœur. Qu'est-ce que vous avez branlé les mecs? Il n'y avait pas besoin de saison 4. Il y avait vraiment pas besoin. L'histoire était conclue jusqu'au bout et les éléments qui manquaient, et bah on pouvait très bien se les imaginer. Pourquoi vous avez fait une saison 4? Surtout qu'elle niquait tout. Je suis encore en train de rager sur Certain Reasons Why saison 4, mais comprenez-moi, c'est une de mes séries préférées que j'ai défendu corps et âme, et là je peux rien faire. C'est quoi cette merde? Donc oui, les séries sur Netflix, c'est bien mon problème, c'est qu'ils durent trop longtemps. Et que du coup, si tu commences une série, et bah t'es obligé derrière d'enchaîner. Et même si tu fais ce qu'on appelle du binge watching, où tu passes ton temps, tu regardes un épisode, puis après un autre, comme ça sans t'arrêter, comment dire, 36 heures, tu les ressens quoi. Tu les ressens pas mal. Et le problème c'est ça, c'est que dès qu'une série est populaire, et bah forcément on veut faire des suites et des suites parce que ça rapporte un max de thunes. Et le truc, c'est qu'on veut aussi les sortir très vite. Et je vais prendre le cas d'une autre série dont j'ai pu déjà parler sur la chaîne, qui est Lupin. Lupin, la saison 1 que je saluais parce que c'était vraiment, vraiment bon en fait. C'était une très bonne série française. Pour une fois qu'on avait une bonne série française, autre que Joséphine Ange Gardien et tout ça. Même si en soi, je peux citer des contre-exemples, je pense à Deadland, Marianne et tout ça, j'en parlerai peut-être un jour, mais il y a plein de très bonnes séries françaises, faut juste bien se renseigner. Mais le problème avec Lupin, c'est que la saison 1 a été connue, ça a été un chef-d'œuvre mondial, si je me trompe pas, et bizarrement, quand la saison 2 est arrivée, tout le monde s'en battait les couilles. En fait, il y a une raison, c'est que la saison 2 est arrivée très vite, elle a complètement été rushée, et ça se ressent, parce que tu vois qu'il manque plein de trucs, il y a moins d'action, il y a moins de développement, il y a moins pour essayer de gagner plus. Sauf que... bah du coup, ça fait que là, tout le monde s'en bat les couilles de la saison 3 de Lupin en fait. Donc quand elle va sortir, tout le monde va s'en foutre parce que bah ils ont niqué la deuxième saison à vouloir aller trop vite. Mais ce manque de temps et de production, eh bah, il peut s'expliquer de deux raisons. Déjà, premièrement, c'est con, mais l'argent. En fait, c'est simple, pour garder des abonnés sur Netflix, pour éviter qu'ils se désabonnent, il faut leur donner tout de suite le contenu le plus rapidement possible. Plus les utilisateurs vont rester sur Netflix, plus forcément ça va engranger de l'argent et tout ça. Mais aussi, on va pas se leurrer, les fans, il y a une très grosse communauté de fans sur Netflix qui attendent inlassablement tous les mois une nouvelle saison de leur feuilleton préféré. Et quand on est vraiment fan, on préfère avoir un très bon produit de qualité à la fin, plutôt que d'avoir tout de suite et que ce soit de la merde. Donc, pas fou quoi. Mais forcément, si les fans râlent pour avoir au plus vite leur œuvre préférée, et bah, faut pas s'étonner que Netflix leur donne, puisque bah, comme je l'ai dit, ça rapporte de l'argent. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Sauf que ça va passer à un autre problème que j'ai avec Netflix, c'est les contenus annulés et qui disparaissent. Et ensuite, on va arriver à un nouveau problème qui est très embêtant avec Netflix que j'ai, c'est l'annulation de programmes qui ne fonctionnent pas. Comme j'en parlais tout à l'heure, la série Marianne qui n'aura pas de saison 2 puisque la série n'a pas marché, Cowboy Bebop en live action, oh putain quelle merde. Bref, il y aura pas de saison 2, la série a été annulée, et on a appris récemment qu'une grosse partie de toute l'équipe d'animation de Netflix, tout ce qui est responsable de dessins animés, tout ça, ont été annulés parce que l'animation ne rapporte pas assez d'argent. Et vous savez quoi? Le pire c'est que pour savoir ça, eh ben, ils le communiquent quasiment jamais. Et du coup c'est aussi l'un des problèmes que j'ai avec Netflix, c'est que la communication, je sais pas comment ils font pour se rater énormément. Pour dire ce qui arrive sur la plateforme, ça ils sont forts, tous les mois on a le droit à notre petit catalogue, je vais peut-être mettre une image par là, mais par contre pour dire ce qui part, là c'est un peu plus compliqué. Parce que le seul moyen que tu as à l'heure actuelle pour savoir si une série part ou a été annulée, c'est soit d'aller voir directement sur le wiki de la série ou même de regarder sur différents sites qui en parlent, ou alors tu vas par exemple à l'époque où il y avait les Harry Potter sur Netflix, ça c'était la bonne époque, et bah si tu allais sur l'un des films Harry Potter, tu avais un petit mot, date de départ ou part de machin, à telle date. Et c'était le seul moyen que tu avais à savoir. Mais du coup, ça fait que quand une personne prend du temps à regarder des séries, puisque comme je l'ai dit, Certain Reasons Why, 4 saisons, 12 épisodes par saison, ça fait un petit total de 36 heures de visionnage, comment dire, forcément tu vas la regarder en coupé. Et si du jour au lendemain, la série elle disparaît, que tu sais pas où elle va ou quoi, forcément c'est un peu compliqué. Du coup, Netflix, ce serait juste sympa de faire une mention de ce qui va partir dans le mois ou quoi. Souvent, c'est des histoires de droit et tout ça, je peux comprendre, mais normalement, vous le savez en avance, donc il n'y a rien qui vous empêche de le dire à ce niveau-là.
Maintenant, on va enfin parler des fonds, des séries et des films sur Netflix. Alors, la plupart des choses qui nous sont mises en avant sont les contenus les plus populaires, mais est-ce que c'est les meilleurs? Eh bah, pas tout le temps. Comme je l'ai dit, The End of the Fucking World, il n'y a que 2 saisons, histoire conclue, c'était populaire, chef-d'œuvre, basta, nickel. 13 Reasons Why, une saison un chef-d'œuvre, 2 et 3e saison complètement rejet, 4e saison complètement foirée. Et pourtant la série était populaire puisque les saisons ont toujours été dans les plus recommandés Netflix, ont été dans le top 10 vu dans le monde. D'ailleurs, quel intérêt d'avoir un top 10 des choses les plus visionnées? Au pire, tu le mets dans un petit coin ou quoi, mais d'avoir juste une fiche, je trouve ça un peu inutile. Et c'est là où je vais vous parler du Standard and Practice Department. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Alors attention, c'est un sujet un peu complexe, du coup je vous résume en gros les grosses lignes. C'est l'équivalent un peu du CSA, mais pour les séries américaines, les films et tout ça. Du coup, le CNP Department agit aussi sur les services de SVOD par rapport à ce qu'ils proposent et tout ça. Ce qui fait que Disney Plus en a un, mais que Netflix n'en a pas, parce qu'ils ont décidé que non. Du coup, si tu veux faire une série pour Netflix, il faut que tu passes par des producteurs qui vont valider ou non le projet. Et ça marche que à ce niveau-là, ça marche qu'au niveau des producteurs qui confirment ou non si c'est une bonne idée, qui vont te donner les moyens, un peu comme un studio façon Disney, Warner et tout ça. Sauf que là, c'est Netflix. Et Netflix, et du moment que tu fais du contenu et que ça peut peut-être plaire, et ils vont te laisser faire. Sauf que c'est là l'un des plus gros problèmes que j'ai avec Netflix et avec les œuvres, c'est que ils donnent beaucoup de liberté à leurs réalisateurs. Ce qui des fois peut être une excellente chose, mais ce qui des fois en fait ne sert juste à rien. Et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de problèmes de séries qui étaient gore mais qui ne servaient à rien, que tu as pas mal de scènes de sexe comme 365 jours là qui est nul à chier, qui a eu pas mal de violence et tout ça. Sachez que je suis pas du tout contre à ça, au contraire, pour moi t'es un réalisateur, tu fais ce que tu veux et faut que tu ailles la plus grande liberté artistique là-dessus. Seulement, il faut que cette liberté-là, tu t'en sers pour faire des choses constructives et qui servent ton récit et qui servent à quelque chose. Si tu fais des scènes de cul juste pour faire du cul, ça va ne servir à rien. Je me rappelle d'un tweet d'Elon Musk qui parlait justement, qui se foutait la gueule de Netflix en disant qu'il avait grave hâte de voir une série sur un jeune Ukrainien noir transsexuel qui va tomber amoureux d'un soldat russe non binaire. Bref, il se foutait de leur gueule là-dessus. Quand tu lis ça, tu comprends que ça se fout de la gueule de Netflix parce qu'ils ont tendance à mettre des minorités partout. Ce qui pour moi n'est pas un problème parce que mettre des minorités, au contraire, ça permet une meilleure représentation et ce n'est une très bonne chose. Seulement, il faut que ce soit constructif et que ça aide le récit. Il y a un cliché que je déteste particulièrement dans les films et les séries américaines, c'est le cliché de la lesbienne, où un personnage va se découvrir lesbienne au fur et à mesure du récit, et c'est le seul trait de personnalité de cette personne. Je pense à Pretty Little Liars avec le personnage d'Emily, certains me diront le contraire, je sais très bien, mais c'est un exemple qui m'a marqué et qui était flagrant et qui pour moi... quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc se servir de la liberté pour mettre des minorités, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et il ne doit pas juste être là, pour faire ce qu'on appelle dans le milieu du buzz pour la bonne conscience. Et là-dessus encore, on peut pas être d'accord, c'est pour ça que la séance commentaire est ouverte. Et pour continuer sur le fond des séries Netflix, la plupart des films et des séries produites par Netflix qui ont été en avant, sont nuls, sont affreusement nuls à chier. Et souvent, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de scénario, c'est juste parce que on sait pas qu'est-ce qui a pu merder. Je parlais du film Red Notice avec Dwayne The Rock Johnson, avec Gal Gadot et avec merde, j'ai oublié son nom, Ryan Reynolds, voilà. Ce film-là a de très bons acteurs, des acteurs d'Hollywood 5 étoiles, mais qu'est-ce que le film est une merde, putain. J'ai jamais vu un film aussi nul où il se passait rien, où c'était un bordel de scénario, c'était mal foutu ou quoi. C'était vraiment un film fait, un film ce que je vais appeler fast-food. Là où beaucoup qualifient Marvel de film fast-food, là je vais vous montrer ce que c'est un vrai film fast-food, où t'es là, tu regardes, tu te prends pas la tête et tu kiffes parce que t'as Ryan Reynolds qui brise le 4e mur, t'as The Rock qui pète des trucs, t'as Gal Gadot qui est sexualisé à fond, du coup t'es là, tu fais... C'est vraiment le genre de film que tu regardes la main dans le falzar avec une NHL dans la main et t'attends que ça se passe quoi. Sauf que c'est pas un bon film, et malheureusement c'est ce qui est le plus populaire, et c'est ce qui va continuer à faire en sorte que Netflix va plus en plus forcer là-dessus. Alors que nous, on demande que des bonnes séries. T'avais des putains d'acteurs faisant des choses bien. Pour vous dire à quel point Netflix compte sur les contenus populaires pour se faire des thunes, chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things a coûté
30 millions de dollars. Voilà, 30 millions de dollars, c'est l'équivalent d'un gros blockbuster américain à peu près. Voilà, pour un seul épisode. La série va faire 10 épisodes. Voilà. Tout ça parce que c'est leur contenu le plus populaire et qui va le plus marcher. Et pourtant, de ce que j'ai vu d'être critique, Stranger Things est une bonne série, mais c'est pas non plus le... Hein, c'est pas non plus le summum, quoi. Sauf que le problème de ce genre de séries, qui sont des contenus populaires et faciles à faire, et bah c'est que entre temps, bah si tu mets que ça sur ta plateforme, tu vas très vite te rétamer, hein, vu qu'on a vu qu'il y avait pas mal de concurrence et tout ça. C'est pour ça que Netflix en profite pour récupérer des licences de grands films, de grands studios et tout ça. Le problème, c'est que cette répartition est hasardeuse, qui fait que t'as des films qui apparaissent et qui disparaissent instantanément, comme j'ai dit par le manque de communication. Il y a des séries comme South Park où tu trouves des saisons sur Amazon Prime, des saisons sur Netflix. C'est un bordel à suivre, et du coup ça pouvait être une bonne chose, mais voilà quoi, c'est pas fou. Et pour la plupart, il y a plein de films qui ont été récupérés et qui vont être tous les temps sur Netflix, mais la plupart c'est des films OSEF quoi, que tu vas même pas regarder, ou alors une fois rapide vite fait parce qu'ils te le proposent, mais sinon... voilà quoi. Mais aussi un autre gros problème qu'a Netflix, et que là je suis de leur côté à 100%, c'est la chronologie des médias. On en a déjà bouffé pas mal de chronologie des médias, donc je vais pas revenir forcément dessus. Disons juste que en France, pour protéger soi-disant le cinéma français, sauf que c'est une loi qui sert à rien puisque le streaming illégal existe encore, et bah les systèmes de SVOD doivent attendre 3 ans avant de publier un film sur leur plateforme qui est sorti au cinéma. Ce qui fait qu'un film qui est sorti en 2020 n'arrivera sur Netflix qu'en 2023. Enfin, aura le droit. Pour vous dire, le film The Batman qui a été sorti au mois de mars 2021 a été disponible début avril sur HBO Max aux États-Unis, alors qu'en France, on va devoir attendre jusqu'à 2024 pour qu'il puisse être disponible quelque part. C'est beaucoup trop long. Donc là, il faudrait que la loi elle change et que, en attendant, Netflix profite justement pour avoir déjà des films qui sont sortis il y a 3 ans avant, même si c'est un peu chiant en termes de droit. Et en attendant, ils peuvent faire des meilleures productions et s'améliorer. D'ailleurs, pour pas rester sur la fin, je peux donner quelques solutions justement à tous les problèmes que j'ai évoqués au sein de la vidéo. Du coup, comment Netflix pourrait regagner des abonnés? Alors l'option 1 qui a déjà été envisagée par Netflix eux-mêmes, ce serait de baisser les prix, ce qui serait une bonne chose, en échange de publicité. Sauf que c'est pas une bonne chose, parce que justement, si tu prends Netflix, c'est pour ne plus regarder la télévision. Parce que la télévision, t'as pas forcément le choix des programmes, et en plus de ça, tu tapes de la publicité tout le temps. Et je sais de quoi je parle. Je regarde Koh-Lanta le mardi soir sur TF1, TF1, t'as tellement de pubs, t'as le temps de faire cuire un poulet basquez entre 2 sections. Ajouter des publicités sur Netflix, ce serait une mauvaise chose, surtout s'ils le font à la manière de YouTube, où sur YouTube, t'as une vidéo avant, t'as une vidéo à la fin, t'as même des fois des vidéos entre les deux. Stop, la pub, c'est casse-couille, on n'en veut pas. Donc, ok, ce serait une très bonne chose pour faire baisser les prix, mais honnêtement, ce serait une très mauvaise idée pour les consommateurs. Ensuite, une proposition que j'aimerais faire à Netflix, c'est faire une refonte de leur plateforme et permettre une meilleure ergonomie. Que lorsque tu regardes une série ou un film, que en recommandé, tu n'ailles pas toujours la même chose, comme je l'ai dit. Et que, du coup, il y aurait eu un système de critique, qui existe d'ailleurs déjà sur Netflix, puisqu'il y a le pouce en l'air et le pouce en bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait super plaisir. Et du coup, quand tu regardes une série, tu peux dire si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Sauf que, forcément, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Si tu as bien aimé une série sans plus, tu vas mettre un pouce en l'air. Si tu l'as pas trop kiffé, mais il y avait quand même des bons trucs, tu vas mettre un pouce en rouge. Sauf que pour l'algorithme, c'est pareil, ça change rien. Donc ce serait un système de critique qui permettrait par exemple de mettre une note sur 10, un truc, et l'algorithme va justement te faire partager des films et tout ça, sans forcément mettre en avant les productions Netflix, qui sont de pire en pire. Et d'ailleurs, ça permettrait aussi de partager ton compte avec d'autres utilisateurs pour, par exemple, avoir leur avis sur tel ou tel truc. Genre, par exemple, Jean-Mi, qui fait partie de tes contacts, a la noté 5 sur 10. Voilà. Et toi, en dessous, tu peux voir le film, tu peux le noter, et après, l'algorithme va se débrouiller en fonction de tes avis pour te proposer autre chose. Et en plus de cela, ce serait de baser un maximum sur la communication pour dire justement ce qui arrive sur Netflix et justement ce qui s'en va, surtout ce qui s'en va, parce que tu en perds tous les mois, tu fais des découvertes de pire en pire. Mais ce serait vachement pratique en fait.
une petite page comme ils ont déjà sur Netflix où tu vois tout ce qui arrive avec un petit trailer, ce serait bien de mettre ça va bientôt partir, un peu comme à la caisse où tu payes 50% en moins sur tes articles parce qu'ils ont une date plus courte quoi. Est-ce que je compare vraiment des séries à la bouffe? C'est une très bonne question. Ensuite, une autre option pour que Netflix gagne des thunes, ce serait de vendre leur production en physique, donc en DVD, en Blu-ray. Alors, vous risquez sans doute de me dire que c'est pas une bonne chose, puisque bah, justement, si tu vas vouloir regarder un film et une série, et bah, tu vas la regarder directement sur Netflix, tu vas pas te faire chier à aller acheter un album ou quoi. Sauf que déjà, ça permettrait aux fans de soutenir Netflix, parce que ça fonctionne comme ça aussi pour le cinéma. Si tu aimes un film, que tu le soutiens en achetant le Blu-ray ou le DVD de ce film. Puis en soi, un Blu-ray, ça coûte entre 15 et 25 euros, un bon Blu-ray. Donc, comment dire, ça fait le prix d'un abonnement. Donc, acheter un Blu-ray d'un film, ce qui équivaut à un abonnement où tu as accès à toute la plateforme, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Surtout qu'à la base, Netflix, c'est un système de location de DVD. Donc, pourquoi pas, les gars? En vrai, il y a une petite idée derrière. Et une autre chose qui pourrait permettre à Netflix de s'améliorer, ce serait aussi de prendre leur temps. Ok, on dit souvent dans le business que le temps, c'est de l'argent. C'est sûr. Mais mieux vaut attendre et se faire un bon gros pactole à la fin que d'y aller petit à petit et se faire des sommes qui sont minimes et qui fait que tu vas perdre de plus en plus ton public. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire pour Netflix. Alors, avant toute chose, je suis pas un anti-Netflix primaire, hein, la preuve. J'ai pas mal de séries, bon, on les voit pas là, mais j'ai pas mal de séries Netflix en poster. J'aime beaucoup ce que la plateforme apporte et je trouve qu'ils font des très bonnes choses. Mais justement, quand on aime quelque chose, autant dire les problèmes sur la table pour que les personnes s'améliorent. Et bah, là, c'est ce que j'ai fait avec Netflix justement. J'en profite encore pour le dire une dernière fois, si vous n'êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en privé sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je suis dispo partout là-bas, vraiment n'hésitez pas. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air, ça fait super plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Gogox, merci de m'avoir écouté. Salut!